Face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue le premier. Une citation qui nous vient du Talmud, un des textes fondateurs, si je puis dire, de la religion juive. Et cette citation va nous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe depuis un an. Car si, il y a un an, Israël a été attaqué directement sur son territoire, sa population, le 7 octobre, depuis, le conflit s'est plus qu'élargi et toutes les semaines, les avions israéliens font des frappes, j'ai presque envie de vous dire, aux quatre coins de la région. On se retrouve donc avec un conflit contre les 3 H, comme certains disent, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis un an et surtout de voir quelles leçons militaires nous, Français, pouvons en tirer. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Rappelez-vous, c'était il y a un an et ça s'est passé en 6 grandes étapes. La première, ça a été l'attaque du 7 octobre. Cela a été un choc et effroi, tactique normalement américaine, mais cela n'a pas cassé l'envie des Israéliens de se battre, bien au contraire. Et après quelques heures, l'armée israélienne a réussi à se réorganiser et à contre-attaquer. La riposte était donc lancée en numéro 2, avec la libération des kibboutz, des missions en hélicoptère dont nous avons parlé, mais malheureusement, à ce moment-là, les Israéliens apprenaient qu'ils avaient des otages civils, enfants, personnes âgées, mais également militaires. Et au moment où je tourne cette vidéo, tous n'ont pas retrouvé la liberté. La troisième grande étape, après la mobilisation générale, j'ai envie de dire, du côté de l'armée israélienne, cela a été la préparation de l'invasion de Gaza, puis l'invasion voire la destruction de Gaza, car d'après certaines sources, nous allons revenir dessus, vous avez plus de 42 millions de tonnes de gravats à Gaza, et vous avez, suivant les sources, entre 50 et 80% des bâtiments présents à Gaza qui ont été détruits ou touchés par des frappes. Et en avril dernier, on était déjà à plus de 70 000 tonnes de bombes tirées sur Gaza, soit le tonnage des bombardements de la Seconde Guerre mondiale de Dresde, Hambourg et même Londres, cumulés, ce qui est absolument énorme, nous en parlions il y a 11 mois sur la chaîne. Après quelques semaines, l'étape 4 a été l'entrée dans la danse, si je puis dire, des Houthis, ce qui a un impact direct sur nous Français, sur l'économie et sur le transit qui se fait entre l'Asie et l'Europe. En parallèle de tout ça, en 5, j'ai envie de vous dire, c'est le Hezbollah et le Liban, avec des frappes de part et d'autre de la frontière. Et là, depuis quelques semaines, un changement de posture de la part des Israéliens face au Hezbollah. Et en grand 6, le Liban. Est-ce que nous allons vers une invasion terrestre? Au moment où je tourne, nous sommes le 30 septembre. Il faut être franc, on n'a pas de boule de cristal, il n'y a pas moyen de le savoir. Mais juste avant tout ça, j'aimerais revenir sur ce page web qui date de 2012, qui est publié par l'armée israélienne et qui explique comment ils recherchent à ne faire le moins de cibles civiles possible. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce qu'il cite le colonel Kemp, qui était en Afghanistan et qui disait que les Nations Unies estiment qu'il y a un ratio de pertes civiles pour militaires de 3 pour 1. Je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler. Personnellement, j'ai fait la guerre en Irak pour aider l'État irakien à récupérer sa souveraineté territoriale. Je n'ai jamais entendu parler de ce ratio. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, pas un ratio de 3 pour 1 qu'on vise, mais un ratio de 0 civil tué pour un adversaire abattu. Ce texte nous donne aussi des ratios qui sont qu'en Kosovo ou en Irak, c'est de l'ordre de 4 à 1, alors Irak 90. Et l'Israélien annonce qu'ils avaient un ratio de 1 pour 1 en 2003, 1 pour 28 fin 2005, 1 pour 10 en 2006, et qu'en 2012, ils étaient de l'ordre de 30 adversaires tués pour un civil tués. Cette page n'a pas été mise à jour en 2024, donc je ne saurais vous dire leurs statistiques officielles du moment. Par contre, ce qu'ils nous expliquent, ce sont 3 techniques qu'ils mettaient en œuvre pour réduire les dommages collatéraux, les pertes civiles. En 1, ils parlent de
pinpoint targeting. Donc du targeting, du ciblage extrêmement précis. C'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement. Vous avez un véhicule qui est détruit. L'avantage de taper un véhicule avec une charge militaire très faible est que vous allez effectivement tuer le personnel dans le véhicule, mais normalement pas faire de dommages autour. Vous pouvez bien cibler plutôt que de devoir détruire tout un bâtiment. En 2, il parle des frappes annulées. Les frappes annulées, et c'est très intéressant, ils expliquent qu'ils ont des règles d'engagement. Alors, vous allez pouvoir guider votre munition, par exemple sur un tir de roquette ou sur un tir de bombe laser. Comme on le voit sur ces images, par moment, ils vont décider d'arrêter de suivre la cible car elle s'est rapprochée de personnel civil pendant le temps de vol de la munition, qui va être entre 20 secondes et 1 minute 30, et venir réorienter la munition vers une zone où il n'y a personne, pour éviter de tuer des civils. Donc cette annulation de frappe, même si le missile est en cours, est possible si vous faites du guidage laser ou un autre type de guidage. Alors, guidage GPS, ça ne fonctionnera pas. Et le point très intéressant, ils nous parlent ensuite de technologies qu'ils ont créées spécifiquement pour ça, comme par exemple le fait d'utiliser un F-16I, qu'ils appellent le SUFA, avec des missiles de Lila. Donc c'est des missiles qui ont une capacité à avoir un temps de vol assez long, qui pourrait faire 150 à 200 km sans trop de soucis, qui ont une charge militaire de 30 à 50 kg. Vous avez une liaison permanente avec le navigateur à l'arrière du F-16, et s'il voit que les conditions de tir ne sont plus bonnes pendant le temps de vol de la munition, plutôt que d'aller impacter à côté, de guider votre missile ou votre bombe pour qu'elle fasse but à côté et ne pas blesser de civils, vous pouvez remettre les gaz, et il va se remettre en circuit d'attente et attendre le bon moment pour taper. Donc ça, c'est les 3 gros points partagés en 2012 en source ouverte par Israéliens. L'autre point que l'on a vu plus récemment, ce sont les demandes d'évacuation, qui ont pour certaines pas mal été critiquées, car si je ne vous dis pas de bêtises, dans les chiffres que j'ai trouvés, 86% de la bande de Gaza devait être évacuée d'après l'Israélien. Donc c'est toujours plus facile de demander d'évacuer que d'évacuer, surtout si au sol, vous ne pouvez pas manœuvrer comme vous le souhaitez. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Ce que l'on a vu depuis un an, c'est 3 types de frappes effectuées par l'armée de l'air, mais également par l'armée de terre israélienne. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on est là pour se focaliser sur la partie technique, opérationnelle. Ces 3 grandes familles sont les suivantes. Et la première, ce sont des frappes ultra ciblées. On revient exactement à ce fameux pinpoint. Vous voyez ça comme des tirs d'assassinat, de décapitation de chaînes de commandement adverses. Cela a eu lieu un petit peu partout dans la région et cela fonctionne bien avec des dommages aux civils plus ou moins élevés, fonction de là où se fait la frappe. On l'a vu, dans un véhicule, c'est optimal. Dans un bâtiment, les dommages collatéraux vont forcément être plus élevés s'il y a des civils dans le coin. Vous voyez ce type de ciblage comme des tirs de sniper. Très précis, vous tirez un obus, vous tirez une bombe, vous avez un résultat. Maintenant, s'il y a beaucoup de monde, si c'est une foule, vous allez peut-être devoir tirer plusieurs balles et il y aura peut-être quelques blessés autour ou des décès autour. En numéro 2, c'est plutôt l'interdiction. L'interdiction, voyez ça comme quelqu'un qui vient avec sa mitrailleuse et qui va faire un tir de suppression de manière à forcer tout le monde à baisser la tête. Car dans l'armée de terre, vous avez différentes mentalités et différentes approches, différentes tactiques pour l'utilisation du feu. Le sniper, l'idée c'est je tire une fois, je tue une cible. Mais quand on regarde les statistiques, eh bien accrochez-vous bien, à la bataille de Gettysburg, il fallait 100 balles tirées pour un soldat ennemi tué. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 45 000 balles tirées pour un soldat ennemi tué. Au Vietnam, 50 000 munitions tirées pour un soldat ennemi tué. Donc on arrive sur des chiffres qui nous montrent bien que ce tir de saturation est très présent et il sert souvent à faire baisser les têtes, à empêcher l'adversaire de vous attaquer. Vous allez le bloquer, vous allez empêcher l'adversaire de pouvoir vous engager. Et on peut faire pareil avec des bombes. Si voilà, vous nivelez, vous tapez énormément, l'adversaire est obligé de se terrer, est obligé de se cacher sous ce tapis de bombes permanent, ne peut pas être opérationnel, ne peut pas vous agresser, ce qui vous permet bien, de faire avancer vos pions, de faire avancer vos chars, de faire avancer vos troupes ou d'aller essayer de libérer des otages. C'est un tir de couverture, si vous voulez. Donc ça, c'est un deuxième type de tir que l'on a vu apparaître sur la bande de Gaza, qui n'était pas vraiment présenté en 2012 par les Israéliens, mais les circonstances ont forcément changé. Là, il s'agissait d'une invasion. Et le troisième type de tir, c'est celui qu'aucun militaire ne veut faire, c'est le fratricide, le blue on blue, le tir sur des alliés. Nous avons vu l'armée israélienne tuer des otages qui essayaient de rejoindre des militaires d'active. Il y a et il y aura toujours ce genre de tir fratricide, surtout dans les phases intenses ou désorganisées, comme les premières heures du 7 octobre, quand les Apaches sont intervenus. Il y avait beaucoup de mal à faire la différence entre des civils
et des terroristes. Alors pourquoi est-ce que tout ça est très intéressant? Parce que l'ultra ciblé ne se fait pas du tout comme l'interdiction et ne se fait pas du tout au même prix d'un point de vue perte de dommages collatéraux que la catégorie d'à côté. Le renseignement est le nerf de la guerre. Et s'il y a une chose à retenir sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient depuis le 7 octobre, c'est que votre force militaire, votre pays, a la puissance de son maillon le plus faible. Nous avons vu que les Israéliens sont capables d'organiser des opérations extrêmement techniques, préparées dans le temps comme celle de l'attaque des beepers ou des talkie-walkie, mais à côté de ça, le 7 octobre, ils se sont fait rentrer dedans sans avoir réussi à l'anticiper. Un petit peu comme Pearl Harbor. Je n'entrerai pas dans les détails et l'histoire avec un grand H nous en dira plus sur le pourquoi ils se sont fait avoir. Mais vous pouvez avoir des unités extrêmement bonnes, une armée avec des unités d'élite. Si à côté de ça, vous avez d'autres services ou d'autres business units qui, elles, ne sont vraiment pas au standard, pas au niveau, ça ne vous empêchera pas de vous faire enfoncer. Exactement comme dans un groupe aéronaval, vous allez définir un niveau de vitesse minimum pour les escorteurs. Si vous avez un groupe aéronaval avec tous les navires qui peuvent faire du 25 nœuds, mais qu'au milieu de ce groupe aéronaval, un navire fait du 12 nœuds, eh bien, si vous voulez garder la cohésion du groupe aéronaval, vous allez devoir aller à 12 nœuds, vous allez être freiné par le moins bon, d'où l'importance du standard. Et ce que les attaques d'il y a un an nous ont montré, c'est que même si d'un côté vous êtes excellent, si de l'autre vous avez un talon d'Achille et que vous ne mettez pas d'énergie dessus, que vous ne faites pas attention, que vous laissez une unité perdre énormément en niveau, eh bien, c'est toute votre armée, c'est toute votre nation qui va se faire toucher. Et là, sans transition, on va toucher le sujet du nucléaire. Israël est doté. Tout le monde le sait, même si ce n'est pas forcément officiellement admis, mais Israël dispose de l'arme atomique. Et regardez ce qui se passe depuis un an. Israël est attaqué par l'Iran avec des missiles balistiques, missiles de croisière, attaqué par les Houthis avec des drones, missiles balistiques, missiles de croisière, est attaqué par des roquettes, du Hezbollah, du Hamas, bref, même attaqué par des paramoteurs ou des nageurs de combat. Vous pouvez donc être une puissance nucléaire et attaquer de toutes parts par du conventionnel. Et Israël n'a pas répondu avec du nucléaire, Israël a toujours répondu de manière conventionnelle. Et alors que notre pays a tendance à remettre la protection des citoyens, protection de ses intérêts, protection de notre intégrité à la force de dissuasion nucléaire, qu'elle soit sous-marine ou aéroportée, il est bon de se rappeler, comme les Malouines à leur époque, comme les Britanniques à leur époque, qu'une puissance nucléaire peut être amenée à devoir répondre de manière conventionnelle et de manière très forte. Et cela, quel que soit le droit international. Vous le savez, sur cette chaîne, j'aime pas trop parler du droit international ou de qui a raison, qui a tort au vu du droit, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais je voulais quand même prendre quelques instants pour vous présenter certains faits qui nous amènent à réfléchir sur l'évolution de notre monde. Nous avons vu les Russes commettre de l'assassinat ciblé en Espagne sur un pilote déserteur qui a été tué dans un sous-sol. Nous avons également vu les Russes, il y a quelques années, essayer de cibler un de leurs anciens agents au Royaume-Uni. Les Israéliens ont déjà assassiné du personnel en France, ont déjà attaqué, on en a parlé il y a quelques années, lors du développement du programme nucléaire irakien avec les Français. Ils ont même saboté des usines en France. La France, de son côté, c'est le président Hollande qui l'a dit, a ciblé et a assassiné des djihadistes français en Irak, mais également en Syrie. La manière de faire la guerre ou d'essayer d'éviter une hausse du conflit a complètement évolué ces 30 dernières années. C'est d'ailleurs Barack Obama, prix Nobel de la paix, qui a démocratisé, si je puis dire, les ciblages en drone de personnel et de véhicules. Alors moi, je vous dis tout ça, je n'ai pas choisi le lieu par hasard, juste en dessous, un olivier. Alors l'olivier, vous le savez probablement, c'est le symbole de la paix, de l'union. Et dans la mythologie, normalement, c'est censé être un symbole de sagesse. Et on dit d'ailleurs l'expression « offrir un rameau d'olivier » pour normalement apaiser les tensions. Ce que je vous propose pour terminer, c'est d'essayer de regarder les 5 grandes leçons que l'on peut tirer de la réaction militaire israélienne face aux challenges qu'ils connaissent depuis un an. Juste avant d'attaquer, je voudrais juste vous rappeler ce grand principe qu'on apprend aux militaires, qui est très simple, mais qui peut vous aider à mieux comprendre la problématique des armées. C'est que sur un lieu donné, à un endroit, on aime bien dire qu'il y aura forcément un militaire. Soit c'est un militaire de votre armée, de votre camp, soit ce sera un militaire d'une autre nation. Et plus de 3000 ans d'histoire militaire nous amènent malheureusement à cette conclusion qui est toujours vraie aujourd'hui.
Donc les 5 grandes leçons que l'on peut prendre de ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient pour éviter que ce soit des soldats non français sur notre territoire, c'est en 1, la capacité de mobilisation de Tsahal. Ils ont un format d'armée avec énormément de réservistes. Toute la population, tous les jeunes, vont faire le service militaire et ensuite, derrière, si besoin, vont pouvoir être rappelés, ce qui leur permet quasiment de doubler le volume de l'armée en quelques semaines seulement, ce qu'ils ont fait il y a 1 an. C'est extrêmement efficace. À l'heure actuelle, en France, nous ne disposons pas de ces capacités. Nous n'avons plus le service obligatoire, il a été mis en sommeil. Et surtout, mais notre ministre des Armées a cette volonté d'accélérer un petit peu sur la réserve. Et il y a donc une augmentation du volume de réservistes, mais à une échelle extrêmement faible et extrêmement lente. Donc c'est un point qui a bien été débriefé dans les états-majors. Et il y a une volonté politique d'augmenter notre capacité à mobiliser, même si cela reste extrêmement faible. En numéro 2, c'est la protection de l'espace aérien. Le gros point fort d'Israël, qui est un petit pays qui ne dispose pas de profondeur stratégique, qui va d'ailleurs plutôt la chercher grâce aux États-Unis, cette profondeur stratégique, c'est qu'ils arrivent à bien protéger leur espace aérien. La France dispose d'une doctrine complètement différente. À terme, nous n'aurons que 12 lanceurs Mamba. Il y a une commande, ça va dans la bonne direction, mais on ne peut pas protéger plus de, il faudrait calculer, mais si on peut protéger 0,1% de l'espace aérien français, ça serait déjà une très très belle chose. Donc nous n'avons pas cette capacité à nous protéger l'espace aérien, mais surtout, nous ne disposons pas d'une capacité à pouvoir protéger notre espace aérien rapidement à l'échelle de plusieurs années. Et c'est ça, peut-être, qu'il faudrait débriefer, car dans un monde où la menace de la 3e dimension maintenant peut être antipersonnelle, peut-être qu'il faut repenser notre manière de protéger l'espace aérien. Numéro 3, ce sont les frappes puissantes. Longtemps, nous avons fait la guerre avec des bombes de 125 ou 250 kg, voire même en arrêtant de mettre de la grosse bombe et en tirant des bombes en béton, par exemple en Libye, pour réduire les risques de blesser les civils à côté. Donc ça c'est bien, mais face à une guerre plus de haute intensité, les Israéliens nous le prouvent, il faut pouvoir avoir un fort pouvoir de destruction et ils utilisent notamment de la bombe de 1 tonne. Alors ils n'utilisent pas que ça, mais face à des zones bien défendues, face à un bunker, c'est beaucoup plus efficace. Ils utilisent de l'armement américain qui a cette capacité à emporter beaucoup de masse. En France, nous n'avons pas des vecteurs vraiment pensés pour ça, mais c'est en cours. Ce point-là est remonté il y a déjà plusieurs années. C'est pour ça que les nouvelles versions du Rafale vont pouvoir nous permettre d'emmener 3 bombes de 1 tonne, guidées GPS sans aucun souci. Numéro 4, c'est l'importance du renseignement. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques en France, il n'y a pas eu de souci. Eh bien, c'est principalement grâce à un excellent renseignement qui est souvent couplé à de l'humain. Human Intelligence, en français dans le texte, avoir des agents infiltrés ou des agents doubles, des personnes au contact de l'adversaire pour pouvoir récupérer des bonnes informations. Il ne faut pas se mentir, si Israël a été aussi efficace ces dernières semaines, c'est probablement grâce à de l'humain, de cette capacité à avoir des humains présents au milieu des autres qui nourrissent le ciblage en temps réel pour l'armée. En France, il y a eu pas mal de modifications après l'invasion de l'Ukraine, pas mal de changements au niveau de la direction du renseignement militaire, la fameuse DRM, et les budgets vont augmenter pour le renseignement français. Le 5e point, on en disait tout à l'heure, c'est une armée, la protection d'un pays, c'est un maillon, c'est une multitude de maillons qui font cette chaîne de protection. Si un maillon est sous-équipé, est faible, si cette chaîne est hétéroclite, vous prenez le risque que cela casse, comme cela a cassé le 7 octobre dernier, et que le résultat soit catastrophique. C'est exactement comme dans la cybersécurité. Quand il y avait eu des fuites de données du F-35, eh bien, c'était sorti par un sous-traitant australien du programme. Ce n'était pas le maillon le plus costaud qui a été attaqué, c'était le maillon le plus faible. Donc en définitive, 5 grandes leçons. Comme vous pouvez le voir, sur certains points, l'armée française a déjà commencé un petit peu sa transformation. Ce qui est sûr, c'est que la présence de l'US Navy proche d'Israël aide directement à la protéger et que le fait d'avoir la profondeur stratégique américaine qui livre énormément de matériel aux Israéliens leur permet de continuer à l'heure actuelle leur tactique, leur stratégie face à leurs adversaires. Dans tous les cas, nous continuerons de regarder tout ça d'un point de vue purement technique, purement militaire. Et je vous rappelle quand même, pour mémoire, qu'après les attentats du Bataclan, l'État israélien avait autorisé le survol de son pays par des rafales armées. Nous avions appareillé avec le Charles de Gaulle, nous étions positionnés au large d'Israël et nous avions fait plusieurs fois de transit armés avec nos rafales au-dessus de l'État israélien pour après pouvoir aller en Jordanie et rentrer en Irak et revenir des fois sans les bombes, des fois avec les bombes s'il n'y avait pas eu besoin de les tirer. Et quand on voit à quel point cette région est magnifique, personnellement j'aime beaucoup le trekking et sortir et aller courir dans les trails,
c'est quand même tragique de voir tout ce qui s'y passe et ces millions de personnes déplacées. Ce qui est sûr, c'est que vous trouverez rarement un militaire qui a fait la guerre qui appelle à plus de combats, mais il semblerait que les Israéliens aient décidé de s'acheter du temps et pour ce faire, ils ont estimé que la meilleure défense face à certaines de leurs frontières, c'était clairement une attaque massive. À nous de voir ce que l'avenir nous réserve pour le Liban. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt peut-être en conférence ou dans votre entreprise. Et d'ici là, fly safe et profitez des oliviers.